Les Américains ont dit stop. Ils en ont assez, si vous voulez, que leur fille rentre de l'école et leur dise qu'elle est un garçon. Ils en ont assez que dans les entreprises, il y ait des discriminations en leur défaveur parce qu'ils ne sont pas noirs, femmes ou homosexuels, vous voyez, etc., etc. Et ils ont choisi Donald Trump. Donc pour résumer, c'est la défaite du wokisme en 2024. La défaite du wokisme et de toutes les révolutions de la gauche. Les Américains ont dit stop. Plus cette fois-ci que la dernière fois, ça pourrait arriver. Mais vous avez raison. D'abord, vous aurez remarqué que la victoire de Donald Trump en 2016 n'est pas la même qu'aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle est beaucoup plus éclatante aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais que ce n'est pas la même couleur idéologique. En 2016, la victoire de Donald Trump, c'est la victoire contre la mondialisation et contre ses effets délétères, à la fois sur l'immigration, sur la désindustrialisation, donc sur l'appauvrissement de la classe ouvrière et même des classes moyennes. Trump demande un grand protectionnisme, en vérité. Ces idées ont avancé. Vous avez remarqué que, on en parlera tout à l'heure, mais que Biden n'a pas fait une politique très différente de Donald Trump. Là, cette fois-ci, je pense qu'il faut essayer d'analyser les causes de cette victoire de 2024. Je pense, essayons d'aller le plus simplement possible. C'est évidemment, comme toujours dans une élection, la victoire d'un camp et la défaite de l'autre. C'est une évidence. Mais là, c'est spécifiquement Kamala Harris et les démocrates sont très symboliques. Kamala Harris, qui sait, dans sa personne, dans son parcours politique, dans son histoire personnelle, dans son idéologie, incarne toutes les révolutions qu'ont entreprises la gauche depuis les années 60. J'en citerai trois très vite. La première révolution, c'est l'ouverture des États-Unis à une immigration mondiale, alors que jusque dans les années 60, elle était une immigration européenne avec une prévalence du nord de l'Europe, des Anglais, des Allemands, etc. Deuxième évolution, la destruction dans les universités, dans les écoles, de tout l'héritage occidental, gréco-romain, judéo-chrétien, avec une destruction de l'anthropologie familiale, les hommes, les femmes, la détestation de l'homme blanc, etc. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Et troisième révolution, à partir des années 90, la mondialisation, la délocalisation de toutes les entreprises qui étaient en Amérique et en Europe vers la Chine, qui devient l'atelier du monde, et donc la prolétarisation de toute la classe ouvrière. C'est trois révolutions. Mais vous parliez de différence en 2024 par rapport à 2016. Oui. Tout ce que vous citez était déjà là en 2016. Oui, absolument, mais vous aurez remarqué qu'en 2016, les trois étaient là, mais Donald Trump avait fait une campagne peut-être moins offensive contre le wokisme, encore moins offensive. Il était déjà offensif contre l'immigration. Vous voyez, je pense que là, il y a une évolution. Je finis mon développement parce que je pense que c'est important. Ces trois évolutions, les Américains ont dit stop. Ils en ont assez, si vous voulez, que leur fille rentre de l'école et leur dise qu'elle est un garçon. Ils en ont assez que dans les entreprises, il y ait des discriminations en leur défaveur parce qu'ils ne sont pas noirs, femmes ou homosexuels, vous voyez, etc., etc. Et ils ont choisi Donald Trump. Donc pour résumer, c'est la défaite du wokisme en 2024. La défaite du wokisme et de toutes les révolutions de la gauche. Les Américains ont dit stop. Et je finis parce que c'est important, pardonnez-moi. Les Américains ont choisi Donald Trump pour arrêter cela. Et j'aimerais qu'on s'arrête une minute là-dessus. Parce qu'il y en avait d'autres. Dos Santis, le gouverneur de Floride, était très en pointe, par exemple, dans le combat contre le wokisme. Ils auraient pu le choisir. Non, c'est Donald Trump. Je pense que c'est, paradoxalement, pour ce que ses adversaires et les médias américains et français appellent ses défauts, c'est-à-dire sa brutalité, son indépendance. On va en parler, justement. Et c'est pour cela qu'ils l'ont choisi. Vous voyez, j'ai vu qu'il annonce déjà qu'il va interdire les traitements chimiques pour les transitions de genre. Déjà, il l'annonce. Je pense que c'est cette brutalité que les adversaires appellent brutalité, que moi j'appelle détermination, qui a été choisi par les Américains. C'est vrai que ce qu'on a perçu en France de la campagne de Donald Trump, c'est une campagne avec beaucoup d'injures, beaucoup d'invectives. Donald Trump, il est raciste, il est misogyne, il est climato-sceptique, il veut restreindre l'accès à l'avortement, il attaque la presse. Bref, il manie aussi le mensonge, les fake news. Vous prenez tout de Donald Trump ? Je vous ai dit, Donald Trump, et je suis Éric Zemmour, je ne suis pas la même chose. J'essaye d'observer les causes de sa victoire, je vous les ai données. J'essaye de comprendre que, vous savez, un caractère, c'est pas mauvais ou bon. Ça dépend des circonstances.
Un modéré raisonnable sera parfait pour des situations de tranquillité, de paix. En revanche, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de pétueux, qu'on va trouver brutal, qu'on va qualifier de dictateur, pour des circonstances impétueuses, sera idéal. Vous savez, Churchill et le général de Gaulle ont été traités de dictateurs. Et on était bien content de les trouver pendant la guerre. C'est pas la même chose quand Donald Trump dit les migrants mangent des chats, des chiens, quand il insulte sa principale concurrente en la traitant de débile. Est-ce que tout ça, quelque part... Il y a le style américain et il y a le style de Trump. Pour vous, c'est le style américain, ça? Le style américain et le style de Trump. Ouais. Attendez, lui-même, madame l'a dit, se fait insulter de tous les côtés. Je veux dire, moi, j'en ai assez, parce que je le subis aussi. J'en ai assez qu'on voit toujours la brutalité d'un côté et on ne voit jamais de l'autre. Moi, je me fais traiter de fasciste, de nazi, d'extrême droite, de raciste. En quoi je suis tout ça? En rien. Je me fais attaquer en justice en permanence. En quoi? C'est pas de la brutalité, c'est pas de la violence? Alors, j'en ai assez qu'on voit toujours d'un côté et pas de l'autre. Simplement, la différence, c'est que lui... contre la démocratie, Donald Trump, c'est aussi l'invasion en janvier 2021 du Capitole, une initiative qui était contre la contestation du résultat de la présidentielle en 2020. Est-ce que ça, c'est un assaut que vous soutenez? On peut rappeler aussi que cet assaut avait fait 5 morts. Je ne soutiens rien du tout. Il a gagné démocratiquement en 2024, oui ou non? Oui. Alors, n'en parlons plus. On est sur cette ligne-là maintenant. Il a gagné en 2024. Il a gagné pour les raisons que je vous dis. C'est ça qui est important selon moi. Parce que ça peut nous inspirer au-delà de la forme. Arrêtez de vous arrêter vous vous arrêtez à la forme alors que l'important c'est le fond. Enfin, l'assaut contre le Capitole, c'est pas la forme. Mais non, mais je vous parle de c'est une attaque contre la démocratie américaine. L'important c'est le fond. Je vous répète, il y a des caractères qui sont pour des temps tranquilles, il y a des caractères qui sont pour des temps de tempête. Nous sommes dans un temps de tempête parce que c'est la destruction de tout l'Occident en tant que nation, en tant que peuple, quitte à mettre en péril la démocratie. Comment? Quitte à mettre en péril la démocratie, non, alors madame, par ces temps de la tempête. démocratie, si vous voulez qu'on discute de la démocratie, c'est un vrai sujet. La démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple. Demos, kratos. On est d'accord là-dessus au moins? Bon. Donc, apparemment, je vous rappelle qu'il a gagné avec une majorité de suffrages. Donc, il a respecté la démocratie. La démocratie a gagné. Après, je sais ce que vous allez me dire, il y a ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire des procédures qui permettent de contrôler le gouvernement pour qu'il ne soit pas un gouvernement despotique, comme on disait au temps de nos bons maîtres Montesquieu et Rousseau. Sauf que, il faut bien comprendre ce qui se passe, encore une fois, dans tout l'Occident. Aux États-Unis, en France, en Italie, jusqu'en Israël, avant la guerre déclenchée par le 7 octobre. Les juges sont allés trop loin. Ils se sont servis de l'état de droit, c'est-à-dire le contrôle tout à fait légitime d'un gouvernement par la loi et par le juge, pour imposer leur idéologie. Vous savez, j'ai écrit Le coup d'état des juges il y a 25 ans. Donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Aujourd'hui, avec un état de droit qui est au service du gouvernement des juges, on est allé trop loin dans tous les pays d'Occident. Donc il nous faut revenir à un temps où la démocratie, chère madame, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, sera respecté. Vous savez, sous la Troisième République, on disait le Parlement a trop de pouvoir, et un des grands responsables de l'époque parlait du peuple comme un souverain captif. Aujourd'hui, c'est plus le Parlement qui a trop de pouvoir, c'est le juge. Et de nouveau, le peuple est un souverain captif. Et là, avec Trump, il est sorti de sa prison. J'espère que pour la France, il sortira aussi de sa prison. Éric Zemmour, parlons maintenant de ce que Donald Trump va faire ou ce qu'il a promis de faire, notamment d'expulser jusqu'à 20 millions d'immigrés, c'est-à-dire à la fois des illégaux et des légaux. Est-ce que vous pensez que cette promesse peut être tenue? Est-ce qu'elle est raisonnable? Écoutez, Barack Obama a renvoyé 2,5 millions d'immigrants illégaux. Aussi promis quelque part une guerre commerciale. Quel regard portez-vous là-dessus en augmentant les droits de douane sur le luxe, sur l'automobile, sur les alcools? Qu'est-ce que doit faire l'Europe? Se lancer aussi dans des droits de douane Je vais vous dire d'abord, vous aurez remarqué, c'est ce que je vous ai laissé entendre tout à l'heure, que Joe Biden et les démocrates ne sont absolument pas revenus sur ce début de politique protectionniste. Là, Donald Trump promet d'aller beaucoup plus loin. 60% de droits de douane sur les produits chinois, 10% d'emblée sur les produits européens. C'est déjà M. Biden qui a mis 100% de droits de douane
sur les voitures électriques chinoises. Ouais. C'est M. Biden qui a instauré un système, l'IRA, qui permet d'attirer toutes les entreprises du monde, et en particulier européennes, à coup de subventions énormes. Donc c'est déjà pas mal. Et donc, si M. Trump continue... Mais comment doit réagir l'Europe ? Mais moi, je pense, si vous voulez, que le protectionnisme n'est pas un gros mot. Là aussi, je dis ça depuis 15 ans. Ce n'est pas un gros mot. On a les moyens aujourd'hui de faire du protectionnisme ? Mais on est le plus grand marché du monde. Oui, mais vous savez que ça peut avoir un effet inflationniste très important. S'il y a des rétorsions de la part des États-Unis, de la part des Chinois. Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord, il faut bien comprendre, avant de voir les conséquences néfastes, il faut voir à quoi ça répond. Pourquoi on arrive au bout de 30 ans de mondialisation dite heureuse à ce que chaque grande zone essaye de se protéger ? Tout simplement parce que vous voyez bien que le coût est trop élevé. Alors évidemment, vous avez raison, on a des prix bas, puisque les Chinois fabriquent pour rien, mais on a des millions de chômeurs. Et on a des millions de gens qui ont un travail qui en vérité, est presque rien, aux États-Unis comme en Europe. Donc il faut absolument trouver une solution. Donc la réponse, c'est du protectionnisme à notre tour. Un protectionnisme raisonnable me paraît une bonne solution. Nous avons un grand marché, l'Europe. Donc il faut absolument mettre, nous aussi, des droits de douane. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire la guerre commerciale. Ça veut dire que, vous savez, on a vécu pendant des siècles avec des protections. Les Américains se sont développés au 19e siècle. Ils sont devenus la première puissance du monde grâce à un taux de protection de 50%. Vous défendez une réponse protectionniste européenne. Oui. Vous ne craignez pas que tous les pays mènent chacun leur politique ? Non, c'est pas possible ça pour l'instant, puisque la compétence des négociations commerciales est à la Commission. Mais justement, il y a plusieurs problèmes là. Non, mais chacun peut négocier pour ses secteurs et à la fin... Attendez, il y a plusieurs problèmes que vous évoquez, parce que c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous. D'abord, la Commission, puisque c'est elle qui a la responsabilité de la Commission européenne. La Commission européenne, a une idéologie libre-échangiste. C'est sans doute le dernier carré dans le monde à être persuadé que le libre-échange absolu est la panacée. Donc il va falloir combattre ces gens, c'est une première chose. Et les États doivent faire ce travail de pression. Deuxièmement, il y a un deuxième problème qui est encore plus important que la Commission, mais en fait qui est lié, puisque Madame von der Leyen est absolument soumise à l'Allemagne et ne défend que les intérêts de l'Allemagne. En tout cas, elle ne va jamais à l'encontre des intérêts de l'Allemagne. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, vous savez, a un système depuis 30 ans de triple soumission. Soumission pour sa sécurité aux États-Unis. Soumission pour son énergie pas chère, le gaz russe. Soumission pour ses exportations au marché chinois avec les voitures allemandes qui se vendent comme des petits pains. Les trois soumissions sont en train d'exploser. Trump leur promet qu'il ne les défendra pas. Les Russes ne peuvent plus leur vendre à cause de la guerre, et les Chinois font eux-mêmes leurs voitures et menacent d'inonder le marché européen. Est-ce qu'il faut que l'Europe soit